De midi à 13h, le carrefour de l'info sur Arabelle. Et dans votre carrefour de l'information, je vous le disais tout à l'heure, Jean Hendricks et Joël Van Cotter de l'UCL Louvain, avec Itinéra, qui publie une étude sur la pauvreté qui résonne comme un cri d'alarme et qui propose une approche différente pour éviter l'explosion sociale. Alors, cela repose sur un constat alarmant. La pauvreté touche 2 millions de personnes en Belgique en dépit de dépenses sociales plus importantes qu'ailleurs. Il faut à tout prix changer d'approche, soulignent d'ailleurs les auteurs de cette étude. Et Jean Hendricks, professeur en économie à l'UCL, est d'ailleurs avec nous en studio. Merci, bonjour d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour, merci pour l'invitation. Avec plaisir. Alors, si vous voulez bien, une toute première question. Quand et comment vous est venue l'idée de se dresser votre constat ? C'est venu du fait que la lutte contre la pauvreté en Belgique, finalement, mobilise beaucoup de ressources en tant que personne, mais aussi financières. Ça pèse quand même près de 30% de notre revenu national qui sont consacrés finalement à la protection sociale. Et on s'interroge sur le fait qu'on est incapable, apparemment, malgré plus de 20 ans de lutte contre la pauvreté, à enrayer ce phénomène. Et donc, cette forme d'impuissance nous interpelle et nous pose la question, est-ce qu'on peut continuer à fonctionner de la même manière ? Évidemment, nous devons continuer à mobiliser des ressources financières et aussi des ressources humaines dans la lutte contre la pauvreté, mais qu'est-ce qui dysfonctionne dans la méthode, qui fait qu'on ne puisse pas avoir des résultats aussi bons que d'autres pays qui finalement consacrent un peu moins de ressources et arrivent à avoir des résultats assez spectaculaires parfois. Alors dans cette étude, il y a des groupes à risque et ils sont d'ailleurs très variables. Oui, c'est ça qui est important, derrière des moyennes, qui finalement ne représentent pas des personnes. C'est un peu ce qu'on fait, l'abbé Pierre dit aussi en matière de statistiques, ça ne va pas émouvoir les gens. Mais quand on commence à parler de gens en particulier, ici on est à Bruxelles par exemple, à Bruxelles on en a une personne sur trois, un ménage sur trois qui est en situation de pauvreté, c'est-à-dire finalement avec un revenu qui est 60% du revenu médian dans la société, ou inférieur à 60%. Donc pour une personne isolée, ça représente 1 200 €, pour être très précis. Pour un ménage, on est à 2 200 €. Mais dedans, ce sont des chiffres qui sont à mettre en perspective dans la mesure où ces chiffres officiels datent d'avant la crise Covid. 2019-2020 publiés, mais sur base d'enquêtes de 2019. Alors on sait que des enquêtes, on arrive difficilement à atteindre les sans-abri. Il y a des gens qui sont en très grande précarité, ne sont même pas représentés dans ces enquêtes. Donc ceci donne déjà une idée d'une ampleur des chiffres qui probablement doit être plus élevée que ces chiffres-là. Mais en outre, entre-temps, la crise Covid est passée par là. On sait qu'elle a eu des conséquences sociales très graves. Heureusement, la sécurité sociale nous a en partie protégés contre les conséquences sociales et sur le pouvoir d'achat de cette crise Covid. Mais, rappelez-vous, obligé de fermer, de cesser toute activité. Donc c'est du jamais vu. Et ensuite, suite à ça, cette crise énergétique assez dramatique et la répercussion sur le pouvoir d'achat, les conséquences sur le pouvoir d'achat, des mesures d'accompagnement pas toujours très bien ciblées, font qu'en fait, on disperse un petit peu les mesures d'aide au lieu de les concentrer sur les publics les plus fragilisés. Et donc, ceci nous amène à penser que les prochaines statistiques ou chiffres qui seront publiés risquent d'être dramatiquement plus élevés que cela. Donc, je répète, à Bruxelles, on a un ménage sur trois. Si je prends des habitants issus de la migration non européens, donc ici, à Schaerbeek, on a quand même une partie de la population importante, non européenne, c'est l'immigration, on arrive à des chiffres qui sont aussi de l'ordre de 33% en fait de précarité. Donc on a là des groupes cibles. Si je parle du décrochage scolaire, qui est aussi un facteur précurseur, j'ai envie de dire, de la précarité et de la pauvreté, mais le décrochage scolaire dans des familles où on ne parle pas la langue de l'école à la maison, et notamment des familles issues de migration non européenne, on est à du 40%. 4 élèves sur 10 qui sortent sans diplôme, sans formation. Et ça interpelle très fort. Donc, qu'est-ce qui est fait concrètement pour enrayer ce phénomène-là et pour les remettre quelque part sur les rails, sur cette voie d'émancipation sociale qui est la formation et l'enseignement. Voie qui compte beaucoup pour les parents, qui souvent ont eu difficile, n'ont pas eu la chance d'avoir une scolarité et qui misent tout sur leurs enfants, et ces enfants finalement s'enlisent et on arrive à faire des choix tels que d'abandonner leur scolarité, qui sont des choix dramatiques en fait pour leur avenir. Alors professeur Jean Hendricks, d'une manière plus générale, il existe
disons, heureusement, chez nous, de nombreux parachutes, sécurité sociale et plein d'aides. Cela atténue un petit peu le choc, mais ça ne résout pas le problème de fond, c'est bien cela. Non, parce qu'en fait, les expériences réussies à l'étranger nous apprennent une chose très claire. L'argent, c'est important. L'aide matérielle, c'est important. C'est nécessaire. Mais ça n'est pas suffisant. Donc, ce qui doit absolument venir à côté de ça, ce que les anglo-saxons appellent le hand-up, en plus du hand-out. Il ne suffit pas de donner de l'argent, il faut accompagner. Accompagner des publics qui sont fragilisés, qui doutent d'eux-mêmes, qui ont perdu la confiance en eux, en fait. En allant d'échec en échec, c'est la désillusion, et finalement, on ne croit plus en rien. Et on s'isole progressivement. Donc, ce qui est essentiel, c'est le contact humain avec une personne de confiance, qui ne vient pas juger, qui ne vient pas sanctionner, qui ne vient pas contrôler, mais qui est là pour accompagner la personne à partir de là où elle se trouve, pour l'amener là où elle voudrait aller. Et donc, ce sont ces expériences-là, telles que Housing First, par exemple, qui nous montrent qu'en fait, cette association n'a pas pour vocation de payer les loyers et de mettre les gens dans un habitat. Évidemment, elle a pour vocation de proposer de mettre des gens dans la rue, dans une habitation correcte, sans payer le loyer. C'est finalement le CPS ou les organismes traditionnels qui s'occuperont de ça, mais d'accompagner cette personne. Donc, vous avez de l'ordre de, locataires en situation précaire qui se trouvent accompagnés par une personne équivalente en plein, un travailleur social en fait, et aussi psychologique. Parce que pour certains d'entre eux, une personne n'est pas l'autre. Certains ont des difficultés psychologiques, certains ont des formes d'assuétude, à des alcools, à des drogues, certains ont des problèmes liés à la délinquance. Enfin, les problèmes sont multiples, d'autres sont beaucoup plus faciles. Certains, il est même impossible de les garder dans ces logements. Et donc, l'accompagnement au quotidien est indispensable pour les aider à sortir en quelque sorte de cette ornière dans laquelle ils se sont enlisés. Alors, l'un des indicateurs pour mesurer justement l'ampleur de la pauvreté chez nous, ce sont, vous l'avez dit indirectement, les CPS. Et le constat est un peu plus clair. Vous dites qu'on en est proche de l'explosion. C'est votre sentiment ? Ah oui, les CPS ont lancé d'ailleurs un cri d'alarme. Récemment, il y a une lettre qui a été envoyée à la ministre responsable de l'intégration sociale lorsque le gouvernement avait décidé finalement de donner mandat au CPS d'accueillir toutes les demandes d'aide en matière d'intervention pour les factures d'énergie, sans donner les moyens supplémentaires à ces CPS pour faire appel à cet afflux de demandes. Et donc, pour les CPS, c'est devenu insupportable, en fait. Donc, la pression est telle sur les CPS des différents endroits. Les demandes sont telles, notamment chez les jeunes, on oublie, même des étudiants en situation précaire. La pauvreté est aussi un phénomène qui s'est rajeuni très fort. Donc, on a maintenant 1 jeune sur 4 de moins de 25 ans en situation de pauvreté. Et donc, ils se tournent vers les CPS, mais le CPS, évidemment, peut apporter une aide matérielle, mais n'apporte pas cet accompagnement personnel dont ces gens ont besoin. Et parfois, les CPS sont même perçus un peu contre leur gré, j'ai envie de dire, comme organe d'inspection et de contrôle, de vérification, que la personne satisfait toutes les conditions méritocratiques, les critères pour avoir droit à certaines aides. Et donc, on leur fait remplir plusieurs fois les mêmes questionnaires. Enfin, tout ça manque en quelque sorte de coordination. Donc, c'est un élément clé aussi dans notre rapport, c'est qu'au-delà de l'accompagnement, deuxième axe essentiel pour vraiment avoir un impact, c'est d'avoir une forme d'alliance et de coordination de tous ces services, en fait. Parce que ces gens sont abandonnés et ne savent pas où s'adresser, fondamentalement. C'est aussi simple que ça. On va y revenir dans quelques instants. Dans votre étude et ce rapport, il y a donc le constat, mais également des propositions de pistes. Itinéra propose notamment de construire une politique, je cite, sur un double retournement. De quoi s'agit-il très concrètement ? Mais donc le double retournement, quelque part, c'est d'avoir, au lieu d'avoir une multiplicité d'acteurs qui, au final, proposent le même type d'action, ou des actions assez proches, ce qu'on propose, c'est d'avoir une porte d'entrée unique où quiconque est en difficulté, une espèce de help desk, si vous voulez, ou help for you, vous appelez ça comme vous voulez, mais qui soit vraiment une porte d'entrée, la ligne 0, la demi-ligne avant la première ligne, qui sera alors les différents travailleurs sociaux. Et d'orienter sur base d'un diagnostic rapide de la situation de la personne, de l'orienter vers l'organisation, l'association, l'institution la mieux à même de l'aider. Donc si parfois ce sont des problèmes de santé mentale, aussi simple que ça, donc il faut orienter la personne vers un professionnel de
la santé mentale et pas vers un travailleur social qui n'a pas, en fait, les compétences pour traiter de ces problèmes-là. Parfois, ce sont des problèmes d'assuétude, de drogue ou des problèmes de criminalité, de violence de la famille. Les problèmes sont très divers, de décrochage scolaire, de mal-être. Et donc, il faut chaque fois trouver, donc de recherche d'un logement, etc., etc. Et donc, orienter cette personne à la bonne adresse, étant donné qu'on appelle ça un peu, ça peut paraître péjoratif, mais c'est pas seulement la masse des intervenants est grande, l'industrie de la pauvreté. Mais les gens, face à ça, ce labyrinthe, sont complètement perdus, en fait. Ils ne savent plus à qui s'adresser. Et donc, je veux pour preuve un exemple concret d'une initiative qui a été menée ici à Bruxelles. C'est fait par Bruxelles. Et donc, c'était dans un cas d'intervention d'urgence pour accueillir une masse importante de réfugiés d'Ukraine. Et donc, il s'agissait d'agir très vite, des gens qui parlaient à peine le français ou même le néerlandais, dans des situations très variées, avec ou sans enfants, avec des problèmes des personnes âgées, des problèmes de santé, de scolarisation, etc. Trouver des logements. Donc, il fallait agir vite, donc coordonner tout ça. Donc, un point d'entrée unique. Et sur base de la situation de la personne elle-même, on pouvait excusez-moi du terme, la dispatcher, mais l'envoyer aux bonnes adresses. Parce que ce qui se passe, c'est que ces gens qui sont en situation précaire ne trouvent pas la bonne adresse et donc se perdent un petit peu et se découragent dans ce labyrinthe. Alors, vous proposez une action articulée autour de plusieurs axes. On va aller un peu plus dans le détail, si vous voulez bien. 3 grands axes. D'abord, le travail social. Ensuite, l'alliance. Et enfin, l'amont. Est-ce qu'on peut synthétiser un peu tout ça? Oui, donc le travail social, comme je l'ai dit, on peut le résumer par l'accompagnement fondamentalement. Il faut évidemment assurer une aide matérielle, ça c'est essentiel, notamment un accès à un logement pour des gens qui sont dans la rue, rapide, un accès à une école pour scolariser rapidement les enfants, ressortir des enfants qui sont dans des situations de violence familiale, les mettre dans des maisons d'accueil rapidement pour protéger les enfants. Donc cet accompagnement est vraiment indispensable, ça c'est la première chose, et c'est pour nous le rôle, la vocation des travailleurs sociaux, en fait. C'est ce qui les intéresse. C'est cette première ligne, plutôt que de rester dans des bureaux à remplir des formulaires, c'est d'avoir cet accompagnement social. C'est leur vocation, c'est le sens même de leur travail. Donc ça, c'est la première chose. Et cet accompagnement, il est très important parce qu'en fait, il rend un peu la confiance à ces gens qui sont un petit peu désillusionnés et découragés parce qu'ils se disent, mais des gens prennent du temps pour moi et ont confiance en moi, dans ma capacité à m'en sortir. Donc pourquoi je n'aurais pas moi-même confiance en moi si eux ont confiance en moi? Donc c'est vraiment une relation de personne à personne, humaine en fait, la touche humaine qui nous semble essentielle aujourd'hui, où tout fonctionne avec, si vous voulez, des statistiques et des métriques et des chiffres, des indicateurs de résultats, etc. Donc vraiment, de remettre l'humain au centre. Ça, c'est le rôle d'un travailleur social et c'est comme ça que ça doit se faire. Le deuxième renversement, c'est finalement lié à cette idée de travailler beaucoup plus en amont. Donc, de dégonfler, si vous voulez, les organismes qui travaillent sur l'urgence, comme dans un hôpital, si vous voulez. C'est comme si on fonctionnait dans la lutte contre la pauvreté avec un hôpital où le service d'urgence représentait 3/4 du bâtiment. Non, les services d'urgence sont là pour accueillir transitoirement et faire un diagnostic et envoyer, si vous voulez, à la bonne personne. Donc ce qu'il nous faut, c'est des services d'urgence réduits, mais travailler beaucoup plus en amont sur la prévention. D'accord ? Donc, avant que des assuétudes se développent, d'alcoolisme, de drogue, d'harcèlement sur les réseaux sociaux, toutes ces choses ne s'installent, il faut intervenir très tôt. Il faut protéger les enfants très tôt. Il s'agit aussi de ça, aussi, de protection de l'enfance. Donc, toute cette action de lutte contre, de protection de l'enfance est essentielle. Et donc, c'est le travail en amont. Et le travail en aval, c'est celui d'accompagner, de ne pas faire une intervention ponctuelle et puis d'abandonner les gens. Il faut les suivre, en fait. Et donc, si on veut raccrocher un jeune à un système scolaire ou un système de formation, il faut être sûr que le matin, il se lève pour aller suivre sa formation et qu'il va jusqu'au bout de sa formation. Et qu'il n'y ait pas une interruption de l'accompagnement qui font que cette personne va décrocher. Et c'est un problème majeur en Belgique dont on parle peu, c'est que tous ces services d'accompagnement qui existent, notamment, ils s'arrêtent à 18 ans. D'accord. À 18 ans, vous devenez majeur et il n'y a plus rien. Ou les services qui vous accompagnaient, notamment dans vos scolarités et formations avant 18 ans, disparaissent. Les services d'accrochage scolaire, par exemple, ne peuvent plus intervenir après 18 ans. Et donc ça, c'est une discontinuité dans le service qui est aussi assez importante. Donc c'est ce renversement, en quelque sorte, dans l'approche. Moins d'urgence, on anticipe plus les problèmes et on accompagne. Alors, on a encore 2 petites minutes et encore 2 petites questions pour amorcer un virage et entrevoir des solutions à cette problématique. Vous évoquez aussi la nécessité d'avoir un leadership chez nous. Alors, vu la complexité de notre système politique, c'est un peu compliqué tout ça. Non, mais en fait, le renversement d'approche signifie qu'au lieu de financer d'une certaine manière des activités en tant que telles, ce qu'on va financer, c'est des résultats d'une certaine manière, un impact. Donc, on va avoir une orientation
vraiment sur l'impact. Donc concrètement, l'impact, remettre dans un logement décent des gens qui sont dans la rue. Donc ça, c'est un peu la mission d'Housing First. En Finlande, ils ont fait ça. Donc ils se sont dit, au lieu de financer, et vous allez comprendre pourquoi je parle de leadership, au lieu de financer des logements d'urgence, de nuit, qui nous coûtent finalement très cher, on va convertir tout ça en des logements décents que les gens pourront occuper. Et ils seront accompagnés par des travailleurs sociaux pour être sûr que finalement, ils reprennent en fait le contrôle de leur vie d'une certaine manière et une certaine hygiène de vie. Et c'est fait avec un leadership. En fait, c'est un conseiller du ministre qui lui-même s'est mobilisé au niveau d'une ville en Finlande et a élargi l'initiative en se disant on va travailler comme ceci, et il a mobilisé tous les acteurs du terrain pour travailler dans ce sens-là, notamment les travailleurs de rue, pour aller chercher les sans-abri là où ils sont, les amener dans des logements, leur proposer des logements corrects, les accompagner. Ces gens se sont sentis valorisés parce qu'on s'occupait d'eux et ont repris. 80% d'entre eux sont 2 ans plus tard toujours dans des logements, parce que le drame du logement social chez nous, ce qu'on dit, c'est aussi une perspective qui est erronée, c'est de dire que finalement, les gens, une fois qu'ils sont dans un logement social, ils n'en bougent plus. C'est un peu comme des ventouses. C'est ça le problème. Donc ça ne les aide pas vraiment, puisqu'ils restent à vie dans le logement. Non, le problème, c'est que 50% d'entre eux quittent et retournent parfois dans la rue. Donc le problème, c'est de le maintenir dans un logement. Alors, il nous reste encore 30 petites secondes. Le mot de la fin ou un message à faire passer justement pour sensibiliser les gens encore un peu plus à cette problématique de la pauvreté. Lutter contre la pauvreté, c'est lutter pour la liberté, en fait. Parce que la pauvreté est une privation de liberté, littéralement. Les gens qui sont dans une situation de pauvreté et de précarité n'ont plus véritablement de choix, en fait. Ils sont contraints, ils subissent leur vie, ils ne la choisissent plus. Et donc, se battre contre la pauvreté, c'est se battre pour l'émancipation et la liberté, en fait, de chacun d'entre eux. Voilà, c'était donc la conclusion de Jean Hendricks, professeur en économie à l'UCL, auteur avec Joël Van Coter de cette étude itinéraire sur la pauvreté. Merci pour votre analyse et votre éclairage. Merci à vous. Et on se retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie de votre Carrefour de l'info.